C'est vrai qu'on a une représentation du sommeil qui est très négative dans notre société. Finalement, le sommeil, c'est plutôt avec une vision de gens qui sont pas efficaces, hein, qui sont des losers. Le sommeil, le fait que quand on dort, eh bien, on n'est pas performant, on fait rien, donc il se passe rien. Et l'idée aussi qu'on peut le contrôler, qu'on peut faire strictement ce qu'on veut avec son sommeil et on minimise la fatigue ou les conséquences du mauvais sommeil. Et donc finalement, on arrive à annuler ce temps qui est un temps absolument fondamental parce que le sommeil, c'est vraiment la clé de voûte de tout notre équilibre psychique et physique. Il va jouer sur l'apprentissage, sur l'humeur, mais c'est plus qu'une fonction, le sommeil, c'est un état. On est endormi et où on est réveillé. Et l'homme endormi devient le complémentaire de l'homme éveillé. Et donc, c'est là toute la logique de la chose, c'est que le sommeil, ça sert un peu à tout, comme on va le voir. Alors, effectivement, on a un sommeil qui va nous permettre de récupérer dans la journée avec des moments où on va être plus en forme que d'autres, ou plus en forme intellectuellement, ou plus en forme physiquement, parce qu'il y a des cycles qui font que finalement, à chaque moment de la journée, il va y avoir des fonctions qu'on va privilégier et l'organisation du sommeil va être absolument prédominante pour faire que ce timing des fonctions se passe bien. Autre chose, c'est qu'il y a des besoins de sommeil qui sont absolument fondamentaux, mais que ces besoins de sommeil vont varier. Si vous avez un petit bébé qui vient de naître, il va dormir 20 heures sur 24 et le temps de sommeil va progressivement baisser, mais avec un temps de sommeil qui est important chez le petit, hein. Vous avez 10 heures, enfin 12 heures, 14 heures de sommeil chez les 3-4 ans. Et puis après, ça diminue pour arriver en gros à 10 heures par nuit pour les enfants de 10 ans et pour 8 à 10 heures pour les adolescents. Et quand on est adulte, on va dormir entre 6 et 8 heures avec une petite diminution liée à l'âge, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a souvent des siestes qui viennent compléter les éveils de nuit. Et simplement, le sommeil, comme on peut l'imaginer, c'est pas quelque chose, c'est pas la même durée pour tout le monde tout le temps. Ça varie avec l'âge, comme je viens de le dire, mais ça varie aussi selon les gens. Vous avez des gens qui sont très courts dormeurs et d'autres qui sont très longs dormeurs. Et entre les deux, vous avez la masse de la population qui va dormir en effet entre 6 et 8 heures. Après, vous avez un autre problème, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en privation de sommeil, c'est-à-dire qui privilégient, disons, leur activité ou tout ce qu'ils vont faire dans la journée, et ils vont passer très peu de temps à dormir. Et là, ce ne sont pas des petits dormeurs, ce sont des gens qui se mettent en privation de sommeil. C'est pas du tout, du tout, du tout pareil. Et là, vous avez quand même 30% des 30-45 ans qui dorment moins de 6 heures, ce qui veut dire que dans ces gens-là, vous avez un fort pourcentage de gens qui sont en privation de sommeil, donc qui font que les fonctions liées au sommeil ne se font pas correctement et avec des conséquences qui vont être à terme problématiques. Alors, en dehors de cet aspect de durée de sommeil, vous avez un aspect de type de sommeil avec des gens qui vont avoir des cycles de sommeil ou courts ou longs qui sont soit du matin, soit du soir. Et vous avez des gens qui sont couche-tôt, lève-tôt et d'autres qui sont couche-tard, lève-tard. Alors, pour la majorité des personnes, ça va être plutôt dans un espace intermédiaire qui vont se situer. Mais pour les gens extrêmes qui sont très du matin ou très du soir, ça peut poser des problèmes dans la vie. Si par exemple vous êtes du soir et que vous devez commencer tous les matins à 7 heures ou 8 heures du matin, ça va être un vrai souci de se lever tous les jours. Inversement, si vous devez travailler soir assez tard et que vous êtes du matin, ben vous serez malheureux toute votre vie jusqu'à la retraite. Ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, d'autre part, les horaires de sommeil, ils se dévoluent avec l'âge.
Vous avez remarqué, enfin les parents qui ont des petits-enfants et qui aimeraient bien, par exemple, faire un petit peu la grasse matinée le week-end, ont remarqué que quand ils ont des petits-enfants, bah, les petits-enfants les réveillent. Eh bien, les petits-enfants, ils sont plutôt du matin. Les gens âgés aussi sont plutôt du matin. Mais entre ces deux extrêmes, vous allez avoir une évolution avec, à la période de l'adolescence, le milieu du sommeil va être beaucoup plus tardif, c'est-à-dire que les adolescents se couchent souvent plus tard, se réveillent plus tard, donc ils se décalent. Et il y a une notion physiologique derrière, mais aussi il y a, on le verra, une notion très comportementale, c'est-à-dire qu'ils vont se coucher plus tard parce qu'ils relancent toujours des activités. Donc évidemment, ça décale encore plus le sommeil. Et c'est quelque chose qui peut poser problème quand on a effectivement des études à suivre, comme c'est le cas à cet âge-là. Et puis ensuite, à l'âge adulte, ça se corrige, disons, cette tendance à se décaler tard. Mais on verra qu'il y a quand même un certain nombre d'adultes qui ont tendance maintenant aussi à dormir tard le week-end, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, comme je vous le dirai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un bon sommeil? Un bon sommeil, ça commence dès le coucher. Quand on va se coucher, on va s'endormir en général, enfin, on va s'endormir pour considérer que c'est un bon sommeil dans la demi-heure. Donc, parfois jusqu'à la demi-heure, ce qui est quand même relativement long, hein, quand même. Mais on considère que c'est normal. Et on va passer d'abord par du sommeil léger, puis ensuite, on va faire toute une grande période de sommeil profond. Le sommeil ensuite va s'alléger et va évoluer vers une petite phase de sommeil paradoxal en rouge là sur mon schéma. Et ça termine le premier cycle de sommeil. Et dans une nuit de sommeil, en fonction de la durée du sommeil, vous allez avoir 4 à 6 cycles de sommeil, de telle sorte que le réveil se fait le matin à la fin d'un cycle, chaque cycle comportant à peu près 90 minutes. Mais ce que vous remarquerez aussi, c'est que le sommeil va être de la nuit, vous avez beaucoup de sommeil profond, alors que dans la seconde partie, vous allez avoir plutôt du sommeil paradoxal et du sommeil léger. Et en fait, souvent, vous allez avoir des insomnies qui vont apparaître et qui vont toucher essentiellement cette seconde partie de la nuit, avec des gens qui, à partir de 2-3 heures du matin, vont commencer à avoir un sommeil qui est plus léger, parfois l'impression de ne pas dormir du tout. En fait, quand on les enregistre, souvent on voit qu'il y a du sommeil, mais c'est un sommeil plus fractionné et qui donne parfois l'impression à la personne, parce qu'elle a le souvenir que des éveils, de ne pas dormir du tout. Alors, cette structuration du sommeil, ces stades de sommeil, correspondent à des états particuliers avec des fonctions particulières. Et notamment, le sommeil profond, c'est un sommeil qui est très, très important, très récupérateur, essentiellement sur le côté physique du terme. C'est-à-dire que il va permettre de récupérer l'énergie, en gros, si vous voulez. Et chez le petit, c'est le sommeil qui va permettre de grandir, puisqu'on sécrète l'hormone de croissance pendant ce stade-là, qui donc chez l'enfant permet de grandir, mais qui chez l'adulte va jouer beaucoup sur la régulation du métabolisme et du poids. Et d'autre part, le sommeil a quand même, le sommeil profond a des fonctions aussi dans la mémoire, dans certaines formes de mémoire. Donc c'est un sommeil qui est assez indispensable, enfin toujours indispensable, au point que vous soyez un très court dormeur qui dort 4 heures par nuit, avec vraiment un besoin que de 4 heures par nuit, ou que vous soyez quelqu'un qui dort 11 heures par nuit, vous allez avoir toujours la même durée de sommeil profond, c'est-à-dire 100 minutes de sommeil par nuit. Alors que le sommeil paradoxal, lui, il va être beaucoup plus, comment dire, en fonction de la durée, c'est-à-dire plus vous dormez, plus vous avez du sommeil paradoxal qui apparaît. Alors, justement, à propos de ce sommeil paradoxal,
Lui, il a une fonction beaucoup plus d'équilibre psychologique et psychiatrique, je dirais même, parce que il va permettre de métaboliser un peu tous les événements de vie auxquels on est confronté. Et donc, ça va permettre, au cours de ce stade, de rejouer un petit peu tout ce qu'on a vécu, de mémoriser ce qu'il faut mémoriser et de laisser le reste, mais aussi de rééquilibrer son humeur. Et bien souvent, quand il y a une dépression notamment, il y a des anomalies du sommeil paradoxal qui sont très spécifiques. Et le sommeil paradoxal, en fait, a un énorme rôle dans l'apprentissage, dans la mémoire, et donc dans l'équilibre psychique, il est vraiment très, très important. Donc du coup, pour bien dormir, vous allez avoir besoin de deux choses. C'est un sommeil suffisant qui dépend vraiment de vous. Enfin, qui dépend de vous, je veux dire, de votre constitution, que vous soyez court ou long dormeur. C'est-à-dire que c'est la quantité de sommeil dont vous avez besoin pour être en forme et pas les 8 heures décidées par je ne sais qui qu'il faudrait avoir toutes les nuits. C'est pas ça. C'est votre sommeil à vous. Et la deuxième chose, c'est un rythme régulier, c'est-à-dire que le côté cyclique du sommeil est très important. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui avaient montré que le rythme, la notion du rythme chez le vivant est quelque chose de très important, avec des expériences où, notamment en 1729, le docteur Jean-Jacques d'Orthous de Meyran avait mis une plante, une sensitive, en fait c'est un espèce de mimosa, dans une cave et avait constaté que les feuilles se fermaient au rythme de la lumière, alors qu'il n'y avait plus de lumière dans la cave. Donc il y avait vraiment un rythme qui continuait. Et en fait, l'être vivant a un rythme sous-jacent qui est très en rapport avec notre environnement et notre environnement cosmique. Et vous savez qu'il y a la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil et qui nous donne ce signal de jour et de nuit. Et ça, c'est très important dans notre sommeil d'être calé sur ce rythme de, finalement terrestre de jour et de nuit. D'ailleurs, il y a des expériences d'isolement temporel qui ont été faites. On a mis des gens dans des grottes. Et quand on les met dans des grottes ou dans des endroits où ils n'ont aucune notion du temps qui passe, ni de l'environnement, eh bien, le rythme continue à être de l'ordre de 24 heures, un peu supérieur. Ce qui veut dire que tous les jours, il faut se remettre à l'heure pour pas avoir un sommeil qui se décale de plus en plus tard. Et pour que ça se recale, c'est en lien avec la lumière extérieure. Et il y a des voies absolument extraordinaires qui passent par les yeux, avec le soleil, enfin la lumière du soleil qui vient sur notre œil, puis après sur notre rétine, et qui va jusqu'à un petit noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est une vraie horloge interne qu'on a dans le cerveau et qui la remet à l'heure tous les jours. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette structure, elle est en rapport avec une autre structure qui s'appelle l'épiphyse. Et l'épiphyse, elle sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. Vous avez tous entendu parler de la mélatonine. Et en fait, la mélatonine, elle vous permet de mesurer le temps et de donner un ordre à vos horloges internes pour dire, là maintenant, il faut que tu te mettes au top. Et donc, cette mélatonine, elle est bloquée par la lumière. Et dès que le déblocage s'arrête, eh bien, ça remet le système à l'heure, en fait. Et donc, notre éclairement, enfin l'éclairement auquel on va être soumis est très très important pour régulariser notre sommeil. Mais il y a un autre facteur qui va être très important, c'est notre vie sociale. Vous avez peut-être entendu parler des expériences de deep time. Il y a 15 personnes qui sont descendues dans une grotte en 2021. Mais cette grotte, elle est pour caractéristique d'être immense, 4 km. 4 km pour 15 personnes, vous avez de la place, hein. Et du coup, chacun a pu vivre à son rythme, au début tout au moins. Et en fait, au bout de 10 jours, ça a été
un vrai problème parce que chacun faisait son truc à son rythme et du coup, l'intendance, c'est-à-dire rapprovisionner, aller rechercher de l'eau, s'occuper de recharger tous les trucs qu'il fallait recharger, ben, personne ne le faisait. Donc, il y a un moment donné où le chef du groupe, Monsieur Claude, pardon, a dit, ben, attendez, là, il faut quand même qu'il y ait au moins deux en même temps pour faire certaines choses, comme aller réapprovisionner en eau. Sinon, on va pas tenir. Et du tout, petit à petit, il y a un rythme social qui s'est mis en route. Et puis là, on a vu que ce rythme social faisait que il s'imposait en fait aux autres et il réorganisait le rythme veille-sommeil. Donc en fait, pour notre sommeil, on a vraiment besoin à la fois d'une certaine quantité de sommeil et d'un rythme. Ça a été l'idée qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Borbély, qui est un professeur à l'origine de pharmacologie à Zurich, et qui a montré qu'en fait, pour s'endormir, il faut à la fois une certaine pression de sommeil qui est liée à l'accumulation de substances de sommeil que l'on fait depuis le matin et qu'il a appelé le processus C, S, pardon. Et puis, il faut que ça arrive à un certain moment. C'est-à-dire, si on est du soir, ça va arriver plutôt tard le soir. Et puis, si on est du matin, plutôt un peu moins tard. Et la conjonction de cette pression de sommeil et de ce rythme va faire qu'on s'endort au mieux à un certain moment donné. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, on a cette structure-là qui est cette conjonction d'un moment optimal pour s'endormir le soir et que si on n'obéit pas à cette règle-là, on va soit avoir des difficultés à s'endormir, soit avoir un sommeil qui va être modifié dans sa structuration. Le problème, c'est que modifié. Il y a deux choses qui se sont modifiées depuis un peu plus d'une centaine d'années, 150 ans. C'est qu'on est de plus en plus sédentaire et on vit de plus en plus à l'intérieur, c'est-à-dire avec moins de lumière naturelle. On utilise la lumière artificielle. Et parce que cette lumière artificielle, c'est un vrai souci parce que la maîtrise de l'éclairement de nuit a complètement modifié notre rapport au monde, en fait. Et si on regarde ce qui se passe sur l'éclairement de notre planète entre 1970 et 2020, eh bien, on voit qu'il y a vraiment une luminosité qui s'est imposée dans le monde entier, avec des zones qui restent évidemment plus ancestralement non exposées, mais enfin, il n'y en a plus beaucoup, en fait, si on y regarde bien. Et du coup, cette lumière artificielle vient contrecarrer complètement la physiologie de notre sommeil. Et il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu ce que j'appelle les repousseurs de la nuit. Alors donc, l'ampoule électrique, c'était 1879 avec Thomas Edison. Et puis après, dans les années 50, il y a eu la télévision qui est arrivée. Et la télévision, ça a modifié notre façon d'organiser la soirée. Parce qu'avant, bah, pour pouvoir faire des choses, en tout cas avec les autres, il fallait sortir nécessairement. Là, vous aviez du théâtre, des films, etc., dans la télé. Et surtout qu'il y a eu des chaînes de télévision qui se sont beaucoup plus décalées. Enfin, je vais y revenir. Et puis après, une autre étape, c'était l'apparition du téléphone. Et encore plus que le téléphone, le smartphone. C'est-à-dire celui où on a le monde entier dans son téléphone. Et là, pour la télé, pour terminer, juste un petit truc qui m'a amusé, c'est qu'en 1950, il y avait 3500 postes de télé en France. Et vous voyez que ça augmente au fur et à mesure, aux années 56, 70. Et en 70, on arrive à 70% des foyers équipés en télé. Et puis ben, évidemment, maintenant, tout le monde a une télé, voire plusieurs télés. Et ce qui a été prédominant dans la télévision, qui a modifié notre rythme, c'est que dans les années 80, précisément en 84, il y a Canal+ qui est arrivé.
Et avant, vous aviez la Mire qui s'arrêtait à 10h30, 11h. Et là, Canal+, ça a été jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, suivi après en 86 par la 5, qui a fait pareil. Et en fait, ce que faisait la télé au début, c'est qu'elle synchronisait les gens ensemble. C'est-à-dire que il y avait l'émission Bonne nuit les petits avant 20h. Après, à 20h, il y avait le repas, on mangeait pendant le repas. Et après, il y avait le film. Et après, tout le monde allait se coucher après le film. Mais à partir du moment où il y a eu des émissions qui ont été de plus en plus tardives, là, on a vu des gens qui faisaient ça de plus en plus à la carte et ça devenait beaucoup moins synchronisé, beaucoup moins communautaire, disons. Et maintenant, sur les téléphones, on est au menu à la carte complètement individuel, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on veut, quand on veut, en replay ou en pas replay, et donc la notion de vie en groupe se perd un peu. Alors, c'est vrai que le numérique a complètement changé notre façon de faire. Petit rappel, en 84, il y avait 1000 ordinateurs connectés. En 2021, 4 milliards 600 millions. Et probablement maintenant, bah, ça doit être la totalité des habitants de la planète. Et le début des réseaux sociaux, c'est pas si vieux que ça, hein. Facebook, c'est 2004. 2004 seulement. Et regardez en 20 ans la place que ça a pris et cette façon de voir le monde au travers de tout ce filtre et de tous ces systèmes qui nous imposent en fait des images et des façons de voir et un rythme aussi qui est effréné avec le scrolling où les gens passent d'une vidéo à une autre vidéo, ils n'arrêtent plus de se décrocher de ces petits téléphones. Alors avant, les téléphones, c'était juste audio. Mais maintenant, vous voyez, il y a les écrans qui arrivent de plus en plus et avec des comportements qui sont assez impressionnants, notamment chez les enfants. Ça, c'est les collégiens, une étude qu'on a fait chez les collégiens avec le réseau Morphée, qui montre que près d'un quart des collégiens se connectent en cours de nuit et passent plus d'une heure, et dont plus de 2 heures pour 10% d'entre eux. Vous vous rendez compte? Et que ce sont des activités essentiellement de communication, hein, SMS, WhatsApp, tous les réseaux que vous imaginez, et qu'il y a même 10% des collégiens qui se donnent rendez-vous en disant on va se retrouver sur les réseaux à telle heure, à 2 heures, 3 heures du matin. Et ça, les parents n'en savent rien. Donc évidemment, ça modifie le rapport au sommeil et ça fractionne le sommeil. Après, il y a des gamins qui sont crevés le lendemain. Donc, les téléphones qui nous permettent de voir les choses, il vaudrait mieux les regarder en direct que les regarder au travers du téléphone. Et pour le coup, ça, c'est une vraie révolution parce que ça change notre façon d'organiser notre communication, ça change le rapport au temps et ça change, enfin, ça interfère énormément avec notre sommeil. Les conséquences de ces nouvelles habitudes, eh bien, il y a plusieurs types de conséquences dans la façon de dormir, en fait. C'est que déjà, on a plutôt tendance maintenant, le week-end, à se décaler. C'est-à-dire que même des adultes, avant c'était le propre des ados de se lever beaucoup plus tard le week-end, et maintenant on voit des adultes qui se lèvent à 11h midi, enfin en tout cas un des deux parents. Et le problème de ce décalage le week-end, c'est que ça fait une rupture de rythme. Donc nécessairement, le lundi et le mardi, vous allez être fatigué. Pensez au jet lag. Quand vous faites un jet lag de 5 heures, alors vous, ça va être plus que 5 heures. Non, ça va être 5 heures. Parce que 5 heures avec la métropole, c'est à peu près ça. Je suis en plein dedans, hein. Eh bien, le jet lag, vous êtes fatigué. Eh ben, si vous faites le week-end un gros décalage où vous vous levez beaucoup plus tard, vous faites vous simulez un jet lag. Donc, vous allez être fatigué le lundi et le mardi. Et ça, bah, plus on est, enfin, il y a des facteurs protecteurs, hein, du jet lag, c'est-à-dire que si on vit en couple, si on a des enfants et si on fait du sport, on a moins de jet lag social.
Généralement, on se lève un peu plus à la même heure le week-end. Par contre, quand on est jeune, de moins de 24 ans, on prend beaucoup de café, du cannabis et qu'on utilise beaucoup les écrans le soir. Là, pour le coup, on est plus à risque d'avoir ce jet lag social. Alors après, les autres conséquences, ça va être vraiment un mal-être psychologique, voire dépressif, plus marqué. Et vous voyez que, par exemple, ce monsieur, quand il est dans un rythme de sommeil qui est très régulier, il va plutôt bien. Et quand il a un rythme de sommeil qui va un peu dans tous les sens, là, il est pas bien du tout. Donc la régularité des rythmes va aussi contribuer à maintenir une humeur de bonne qualité. Ça va avoir aussi une influence sur le poids. Alors là, je vous montre en fait les chiffres de l'obésité. En 1970, vous voyez, il y a très peu de vert et surtout peu de bleu foncé, qui est la grosse obésité. Et en fait, en 2020, on voit que dans le monde entier, mais avec certains pays, hein, le Mexique est assez exposé, l'Amérique du Sud aussi, mais l'Espagne aussi, eh bien, il y a une obésité, ça c'est une obésité chez les enfants, les garçons, hein, qui augmente énormément et qui va de pair avec une réduction du temps de sommeil. Autre chose, quand on dort insuffisamment et on a un rythme irrégulier, il va y avoir des conséquences cardiovasculaires. C'est-à-dire que le cœur, il ne se repose plus normalement et du coup, il y a plus de risques d'hypertension, plus de risques de maladies cardiovasculaires comme les troubles du rythme, comme les infarctus du myocarde, comme les accidents vasculaires cérébraux. Donc, du coup, quand il y a ce type de pathologie, on va plus spécifiquement rechercher un trouble du sommeil, notamment, là pour le coup, souvent des apnées du sommeil, mais pas que, l'insomnie aussi va provoquer ça. Et quand il y a un sommeil aussi insuffisant, un rythme très irrégulier, il y a un rapport avec les troubles de l'humeur qui sont vraiment importants. Il y a plus de dépression et plus de rechute aussi dépressive, qui va être vraiment un souci, bien entendu, et qui s'accompagne aussi plus de risques métaboliques, c'est-à-dire qu'il y a plus de prise de poids, donc plus d'obésité et plus de diabète. Mais ça met du temps à se construire. C'est-à-dire que les conséquences immédiates du mauvais sommeil, c'est la fatigue le lendemain, c'est le fait qu'on n'est pas très en forme, c'est qu'on a des petits troubles de la concentration. Mais si vous continuez vraiment tous les jours, enfin toutes les nuits à pas bien dormir, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, vous allez avoir ce que je suis en train de vous citer là, il va être beaucoup plus fréquent. Autre chose aussi, les défenses immunitaires. Si vous, juste une nuit où vous faites une nuit complète de privation, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de risques les jours suivants d'attraper la grippe ou un virus, alors bêtement un rhume aussi, mais ça peut être la dengue, ça peut être tout ce qui traîne dans le coin. Et pour le rhume, vous voyez que si la personne dort plus de 7 heures, son risque n'est que de 17%. Et si elle dort moins de 5 heures, son risque, il est de 45%. Donc, c'est quand même sacrément important. Et puis, le dernier aspect, c'est l'équilibre neurologique avec beaucoup plus de risques de démence quand on dort d'une manière irrégulière ou insuffisante, avec un sommeil qui se déstructure énormément. Vous voyez en haut, on a un beau rythme avec du noir bien défini, qui est l'activité, une période de repos, qui est le sommeil qui est bien défini. Et puis, vous avez des démences qui commencent, où on voit déjà que le sommeil se déstructure un peu, avec des siestes qui apparaissent dans la journée qui sont importantes. Alors, le dernier, c'est un rythme où c'est n'importe quoi. La personne dort n'importe comment, par petits bouts. Vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, qui est une maladie terrible. Eh bien, ils inversent leur rythme, ils dorment le jour, ils dorment la nuit. Et c'est un vrai souci. Et pourtant, nos politiques continuent à dire que le sommeil, finalement, si on dort peu, c'est quand même beaucoup mieux et que ce soit Obama, Poutine, Margaret Thatcher,
4 heures, ça devrait suffire à tout le monde et on ne voit vraiment pas pourquoi on doit dormir plus. Dans le genre des petites anecdotes un peu rigolotes, c'est Bernard-Henri Lévy. Je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre là, qui vient de sortir, Nuit blanche. Il raconte ses échanges par réseau avec Macron et où ils échangent des idées en pleine nuit parce que ni l'un ni l'autre ne dorment correctement. Et avec parfois des idées qui sont tellement problématiques que ça aurait, enfin, ce qu'il raconte, ça aurait poussé Macron à faire une proposition d'idée et qui a été complètement retoquée sur le plan diplomatique, où on lui a dit non, 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 monsieur, ça ne va pas aller du tout. Donc les idées qu'on a la nuit ne sont pas nécessairement des bonnes idées, même à un haut niveau, et il ferait bien de dormir plutôt que de faire des bêtises, ces gens-là. Bon, enfin bref, donc comment garder un bon sommeil? C'est probablement ce qui vous intéresse le plus. Eh bien déjà, il faut vraiment faire attention à garder un rythme de sommeil vraiment régulier. Et pour ça, il y a la lumière et le sport qui vont être des éléments forts au niveau de la synchronisation. Et quand je parle de la lumière, je parle bien sûr de la lumière naturelle. Et là, la lumière naturelle, vous êtes ici dans un endroit où vous avez beaucoup de chance parce que la lumière, elle est tout de suite dehors et appréciable. Mais est-ce que vous sortez suffisamment? Est-ce que vous marchez suffisamment? Est-ce que vous vous mettez suffisamment à la terrasse d'un café ou bien vous déplacez en vélo? Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là, il faut l'utiliser pour pouvoir avoir cet apport de lumière qui est vraiment fondamental dans l'organisation de notre sommeil. Alors, bah, évidemment, si on n'a pas la chance d'habiter en Martinique, il y a la lumiноthérapie en boîte, hein, c'est pour les pauvres métropolitains. Euh, et là, il y a des luminettes, où il y a des lampes de luminothérapie qui sont utilisées surtout en hiver et qui donnent de très bons résultats dans les dépressions dites saisonnières qui surviennent l'hiver. Mais c'est quand même moins bien que de tout simplement sortir dehors. Et en fait, c'est vrai que on a remarqué que les insomniaques passaient très peu de temps dehors. Il y a, parfois, les gens peuvent ne passer qu'une heure dehors, c'est très très peu, hein. Quand vous pensez au trajet qu'il faut faire, aux activités, c'est vraiment très peu. Alors que quand on était il y a 100 ans, on passait 6 heures, 7 heures dehors. Plus le cas maintenant. Donc on a complètement changé nos habitudes de ce côté-là. Et ce qui veut dire que finalement, il faut restaurer quelque part une écologie qui va nous permettre de nous mettre plus en accord avec ce rythme lumière-obscurité extérieure. Donc, privilégier un sommeil de nuit et pas se décaler dans la mesure du possible. Si on travaille la nuit, évidemment, là, on a un souci. Ne se coucher que quand on a un sommeil et que pour dormir. Se lever quand on est réveillé et protéger son sommeil du bruit de la lumière. Ça, c'est très important de dormir dans le noir, dans la mesure du possible. Il y aura sûrement des questions sur est-ce qu'on peut mettre des veilleuses chez l'enfant tout à l'heure et je répondrai. Mais le sommeil idéal, c'est dans le noir et dans le silence. Et je dirais même, plus que ça encore, c'est un sommeil sous cloche, c'est-à-dire protégé de l'environnement parce que vous avez besoin pour dormir de déconnecter réellement. Déconnecter de votre téléphone, ça évidemment, ne pas utiliser de portable ou tout autre appareil dans son lit, et même une heure avant, se déconnecter. Mais c'est aussi déconnecter des idées, déconnecter du travail, essayer de déconnecter des soucis, ce qui est plus difficile, je suis d'accord. Mais il y a des techniques qui permettent de le faire. Et finalement, pour que finalement ce temps de sommeil, ce soit un temps un peu protégé, et protéger aussi du conjoint, hein. Parfois, le conjoint, il ne fait pas attention. Il vous allume la lumière comme ça en pleine nuit ou il utilise sa tablette alors que vous n'avez pas envie.
il faut se respecter mutuellement et savoir que ce temps-là, c'est un temps de déconnexion et de protection très, très intime pour ne pas se faire agresser par l'environnement. Donc, pensez aussi à la journée à bouger et à avoir une activité régulière et bien sûr, de profiter de la lumière dans la journée. Et c'est là aussi que tout ce qui est activité sociale, souvent va permettre de régulariser le sommeil, c'est-à-dire le travail, il y a un côté stress, c'est vrai, mais le fait d'avoir un rythme régulier permet aussi d'être dans un cadre. Et on voit des gens qui, à la retraite notamment, vont plus avoir le cadre du travail et vont non plus se lever à une heure un peu régulière, mais vont se lever à 10 heures, 11 heures, ou être très irréguliers dans leurs horaires. Et là, commencer à avoir des troubles du sommeil, alors qu'avant, ils n'en avaient pas. Alors, l'insomnie, c'est quelque chose de compliqué. On y reviendra sûrement au travers de vos questions. Euh, mais c'est ce que j'appelle l'univers de tous les paradoxes. Pourquoi? Parce que côté patient, euh, il va dire plus je veux dormir, moins j'y arrive. Vous avez tous expérimenté, on ne peut pas contrôler, hein. Quand on fait des enregistrements à un patient, on entend souvent le message suivant, c'est je dors très mal, mais la nuit de l'enregistrement, j'ai bien. Euh, après l'enregistrement, vous me dites que j'ai dormi 6h15. Vous êtes sûr que c'est mon enregistrement? Parce que moi, je n'ai pas dormi, hein. Vous m'avez demandé de me coucher plus tard, mais il faut bien que je me repose. C'est un paradoxe. Et en début de consultation, les gens disent toujours je veux me passer le médicament. Et en fin de consultation, c'est vous allez bien me donner quelque chose quand même. Donc, c'est pas facile. Mais côté médecin, c'est pas mieux. Côté médecin, si on écoute ce qu'on dit aux patients, c'est assez provocateur et très paradoxal. Vous avez des difficultés d'endormissement, surtout ne cherchez pas à dormir et restez réveillé. Ça, il faut quand même arriver à bien l'intégrer quand même, hein. Vous dormez mal et pas assez, eh bien, on va faire une restriction de sommeil et ça ira mieux. Là aussi, c'est pas évident à intégrer quand on est insomniaque. Vous voulez vraiment dormir, levez-vous et allez faire autre chose. La télévision vous endort, mettez-la dans le salon et ne la regardez plus au lit. Ça, c'est important. Et vous êtes fatigué, eh bien, faites du sport tous les jours. Ce qui est quand même aussi un autre message. Alors, dans tout ça, et les médicaments, il y a sûrement des gens parmi vous qui prennent des somnifères. Alors, il faut savoir que les somnifères seuls ne sont pas les bons traitements de l'insomnie. Mais par contre, enfin, pourquoi déjà? Parce qu'ils peuvent générer une accoutumance, ils peuvent donner des effets indésirables, souvent qu'on perçoit qu'à l'arrêt. C'est-à-dire que quand on les arrête, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, j'étais plus fatiguée avant, maintenant je suis plus dynamique. Mais ça reste quand même des produits qui sont très importants et très intéressants quand il y a une souffrance liée à des insomnies sévères. Et c'est une aide temporaire vraiment appréciable. Moi, quand je prends en charge des patients qui sont insomniaques, je me sers des médicaments ponctuellement. Et ce qu'on arrive à faire en général, c'est ce que les gens prennent un somnifère de temps en temps. Donc, ils s'offrent une bonne nuit, mais pas tous les jours. Si vous prenez vraiment des somnifères tous les jours, tous les jours, tous les jours, les effets s'épuisent et du coup, vous n'aurez pas les effets positifs et vous pourrez même avoir des effets secondaires le lendemain que vous n'appréciez pas nécessairement. Après, c'est pas les somnifères qui vont donner l'Alzheimer, etc. C'est pas ça du tout. Mais c'est que finalement, c'est pas la solution. Voilà, donc je pourrais aborder dans le cadre de questions qui vont être probablement assez nombreuses la suite et vous répondre. Et vous avez un libraire qui a eu la gentillesse de venir pour présenter deux de mes livres, avec le tout dernier qui est Notre sommeil, une urgence absolue, et qui est plutôt sur la thématique que je viens de développer, le sommeil par soi-même. C'est pas besoin de traduction. Euh, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et à vos questions.
Bien, merci beaucoup, docteur Royan-Parola. Sans plus tarder, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez